Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, on en reparle à la fin de la vidéo. Sur ce, enjoy. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ScienceCoder dans ce nouveau numéro des mystères de YouTube. Le but, vous montrer quelques vidéos un peu étranges qui traînent sur YouTube et trouver une explication claire, nette, simple et rapide. Pour ce nouveau numéro, on va repartir aux bases, aux sources, alors pas de facecam cette fois-ci. Faut dire qu'il fait un petit peu chaud aussi, mais ne vous inquiétez pas, on va tout de même bien s'amuser avec un gloubi-boulga de mystères tirés de différents tomes. On va donc passer en revue de la désinformation ainsi que de la connerie. Putain merde, ça me rappelle une série ça. Ah oui! C'est ça, entre désinformation et conneries, ça revient dans pas longtemps, dans quelques semaines. Bon bref, c'est parti, à nos mystères. Et on commence sans plus tarder avec une vidéo intitulée 10 phénomènes étranges que la science n'arrive pas à expliquer. Eh bien, voyons voir si c'est vrai. Et spoiler, on ne se penchera pas sur les 10 cas, mais certains d'entre eux. Les cercles de fées légendaires. Plus d'1 million de plaques circulaires rondes parfaites, d'un diamètre compris entre 2 et 15 mètres, ces disques de sol dénudés marquent la région d'un réseau complexe qui semble presque artificiel en raison de sa précision. Néanmoins, les théories ne manquent pas, certaines plausibles et d'autres farfelues, comme le sol radioactif, les termites de sable, toxines végétales, ou comme les bushmen locaux sont enclins à le croire, qu'ils sont les empreintes des dieux. Alors, qu'est-ce donc que ces cercles parfaits dans le désert de Namib? Est-ce qu'ils sont si mystérieux et étranges que ça? Eh bien oui, mais ils ont une explication par la science. Malheureusement pour notre hôte de vidéo qui aurait dû faire un petit peu plus de recherche. D'après vous, allez, je vous laisse tenter d'y répondre, qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'herbe de ce désert a des petits trous partout? Y a-t-il effectivement des zones radioactives? Ou est-ce de la faute des termites des sables? Ou bien même des toxines végétales? Ou alors encore plus loin, des empreintes laissées par des dieux? Bon, j'avoue que sur la dernière, je vois pas trop ce que les dieux foutraient à faire des petits trous dans la herbe dans un désert, mais bon. Ces trous sont dus pour la plus grande partie aux termites des sables. Explication. En 2013, un scientifique allemand a découvert via des recherches sur des centaines de ces trous la présence de termites des sables. Telle une fourmilière, les termites vont créer plein de petits tunnels au niveau des racines des herbes. Et il faut dire que les racines sont leur principale source de nourriture, donc en les mangeant, la plante va finir par mourir et disparaître. Ainsi, au fur et à mesure du temps, le cercle s'agrandit, car les termites ayant quand même un petit peu faim vont grignoter les racines aux alentours. Voilà pourquoi ces cercles de fées s'agrandissent au fur et à mesure du temps. Aussi, le fait de ne plus avoir de plantes dans un cercle d'un plutôt grand diamètre permet à l'humidité de rester dans le sol et de ne pas être absorbée par les racines des herbes, ce qui est vital pour les termites qui sont sensibles au manque d'eau. En leur centre se trouve la chambre centrale, là où l'humidité est donc la plus grande. Et à votre question que je vois déjà dans l'espace commentaire, pourquoi les cercles ne se rejoignent jamais? Eh bien déjà, c'est faux. Certains cercles se rejoignent, mais surtout car plus le cercle sera grand et plus les galeries seront loin de la chambre centrale et donc de l'humidité. Il faut aussi prendre en compte que les racines ne sont pas leur seule source de nourriture, les plantes à l'extérieur étant mets des plus délicieux pour eux. Et tout comme les fourmis, les termites vont chercher à manger en dehors de la maison. Elles ne restent pas indéfiniment dans le sol. Voilà ce qui se cache derrière le mystère des cercles de fées. Des centaines de nids de termites à perte de vue. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve la nature fascinante quand même. Merde, putain, ça fait vraiment une phrase de top 10 à la con ça. Bon bref, suite de la vidéo. Les bulles de méthane congelées Canada. Elles ont été décrites par la presse comme des méduses encapsulées de glace, congelées sur des soucoupes volantes, et même des pizzas surgelées anciennes. Mais les mots semblent par essence échouer à décrire l'attrait mystique des bulles de méthane glacées du Canada. On trouve généralement des bulles de méthane dans les lacs des latitudes nordiques plus élevées de l'Alberta au Canada. Ces curiosités étonnantes et potentiellement mortelles, le gaz à effet de serre non seulement réchauffe la planète, mais est incroyablement inflammable, sont encore des mystères non élucidés pour la science. Ce que l'on ne peut nier, c'est la vue spectaculaire dont ces orbites énigmatiques ornent la banalité. Alors voilà, ça fait partie des mystères extrêmement pas mystérieux, vu qu'en 2 clics on peut savoir à peu près tout. Putain c'est fou ça, mais dans la description il n'y a même pas un lien où on semble avoir une recherche, alors attends, montre. Ah bah il y a quand même des recherches apparemment, alors voyons voir ça. Bon, et bien après avoir lu l'entièreté de la description, je peux vous dire qu'il n'y a aucune phrase, ni aucune ligne, ni aucun mot en rapport avec la vidéo. Vraiment, j'ai l'impression que cette description vient d'une autre vidéo, que le mec s'est trompé et a foutu une description au pif. Bon, bref, est-ce que réellement, comme l'indique le titre de la vidéo, nous n'avons aucune explication scientifique à ce phénomène? Eh bien la réponse est une fois de plus non. Sans grande surprise, vous me direz vu la description. Ce que vous voyez là, c'est tout simplement un lac gelé avec plein de bulles de méthane emprisonnées. Première question à laquelle on va répondre,
répondre, c'est d'où vient ce méthane? Du P des vaches. C'est faux. Ce méthane vient tout simplement des bactéries qui sont en charge de la décomposition des restes de plantes et d'animaux morts au fond du lac. Seconde question, pourquoi cela forme-t-il des colonnes de bulles au lieu d'avoir une grosse poche de gaz uniforme sous la glace? Et bien là aussi, c'est assez simple. Les petites billes de gaz vont s'accumuler au fond du lac, et lorsqu'elles seront assez nombreuses, elles vont fusionner pour donner une bulle assez grosse pour avoir la force de remonter en surface. En remontant vers cette dite surface, le gaz va se refroidir et va évoluer dans une eau de plus en plus froide. Ainsi, plus la bulle avance vers le haut et plus les températures baissent, logique, et notre bulle va se retrouver bloquée contre la couche de glace. Et du temps qu'une nouvelle bulle de méthane arrive, le froid aura déjà fait son travail en gelant l'eau tout autour de la première, et ainsi de suite, ce qui nous donne des colonnes de bulles. Et plus on descend vers le fond de l'eau, et plus il fait chaud, donc logiquement, l'eau mettra beaucoup plus de temps à geler, ce qui fait que les dernières bulles sont de plus en plus grosses, car d'autres bulles auront eu le temps d'arriver et de fusionner. D'ailleurs, petit tips, mais si vous vous amusez à trouer la couche de glace et que vous imitez le briquet, eh bien vous avez un joli petit feu sur le lac. Donc à la phrase « il n'y a pas le feu au lac », eh ben des fois si. Et le phénomène du méthane dans les lacs est trouvable un peu partout, ce n'est pas que sur les lacs gelés. Donc tout est bien explicable, évidemment, comme d'habitude. Bref, au suivant. La porte de l'enfer d'Erwedze, Turkménistan. On sait peu de choses sur la porte de l'enfer et ce qui reste dans le dossier officiel est un peu vague. On pensait à l'origine qu'il s'agissait d'un important champ pétrolier. La plateforme s'est effondrée dans le cratère et un nuage de méthane toxique a commencé à se répandre dans la campagne. Les ingénieurs n'ont pas d'autre choix que d'y mettre intentionnellement le feu pour éviter un désastre environnemental. Depuis ce jour, les nids de poules de 68,884 mètres de large et de 29,870 mètres de profondeur ont brûlé le paysage. Là, il y a un truc que je comprends pas trop. Reprenons juste le titre de la vidéo vite fait là. 10 phénomènes étranges que la science n'arrive pas à expliquer. Que la science n'arrive pas à expliquer. Très bien. Et pourtant le problème c'est que tu nous expliques absolument tout dans ton extrait. Donc qu'est-ce que ça vient foutre dans une vidéo de phénomènes étranges que la science n'arrive pas à expliquer? Ça, je ne comprends pas. Tiens, pour la petite histoire, on passe en mode Père Castor. En 1971, dans le désert de Karakoum, une incroyable découverte vient d'être effectuée. Une poche de gaz, et plus précisément de méthane, est complètement vierge, prête à être exploitée. Ce qui ne tarda pas d'ailleurs, puisque quelques semaines plus tard, une plateforme de forage ainsi qu'un campement sont construits sur la zone. Malheureusement, Mère Nature en décida autrement, puisque tout l'endroit ça fait ça, et la plateforme ainsi que le camp tombèrent dans un trou béant de 60 mètres de diamètre sur 20 mètres de profondeur. Aucune victime n'est à déplorer selon la Russie. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là, puisque la poche de gaz se retrouve donc à nu et de grandes quantités de méthane s'en échappent. Au vu de la situation et des nombreuses problématiques que cela soulève, telles que l'intoxication du voisinage, les dangers sur l'environnement et les élevages de bêtes non loin, il est décidé selon les scientifiques du coin de mettre le feu au trou. Les scientifiques pensaient alors que le feu allait s'éteindre au bout de quelques semaines lorsque la poche de gaz serait entièrement épuisée, mais bon, disons que ça fait déjà 50 ans. Et aujourd'hui encore, les portes de l'enfer sont toujours ouvertes pour le grand bonheur des touristes du coin. Voilà, donc point de mystère encore une fois. Est-ce que cela étonne quelqu'un par ici? Non? Toi là-bas? Ouais, non mais toi t'es un petit peu crédule aussi. Allez, on passe à la suite. Lorsque j'ai fait des recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur la version anglaise de la vidéo qu'on étudie aujourd'hui. Et malgré 2-3 trucs sympas, je ne peux m'empêcher de revenir sur un truc qu'on m'a souvent demandé. Les pierres mouvantes. Et vu que la vidéo nous dit qu'il n'y a pas d'explication scientifique, encore une fois, je me dois d'intervenir à nouveau. Bon alors, niveau mystère, celui-ci est assez évident pour certains puisque les explications trouvées ces dernières années ont largement été diffusées sur internet et dans les médias comme la grande révélation de cette décennie. Et pour ceux qui n'en savent rien, petites explications. Comment des rochers de plusieurs centaines de kilos pour certains arrivent à se déplacer sur des dizaines voire des centaines de mètres sur un sol plat sans l'aide d'humains? Bonne question, n'est-ce pas? On aura peut-être une réponse par la télévision. Aujourd'hui, nous n'avons aucune explication. Mais j'espère vraiment que nous trouverons une raison scientifique à tout cela. D'un autre côté, le jour où l'on pourra l'expliquer, cela ne fera plus rêver. Alors, phénomène géologique encore inconnu, simple mystère de la nature ou intervention surnaturelle? Pour l'instant, les pierres de la vallée de la mort gardent le secret de leur déplacement. Alors non, depuis le temps les chercheurs ont bien étudié ce phénomène et on a enfin une explication. Alors, les extraterrestres y sont pour quelque chose? Ou bien même est-ce l'œuvre de Dieu? Bon, par contre, va peut-être falloir se calmer avec Dieu, hein, parce que je pense qu'il a pas que ça à foutre de faire des petits trous partout dans l'herbe et de déplacer des cailloux pour faire passer le temps. Je pense qu'il a autre chose à branler. La raison de tout ceci est très simple. Eau plus froid plus vent. On va peut-être développer du coup, hein. Alors, les déplacements de ces pierres se font quasiment tout le temps en hiver, lorsque le désert est frappé par des vents extrêmement violents pouvant aller jusqu'à 130 voire 140 km
km/h. Mais le vent ne suffit pas à déplacer un beau rocher de 200 kg. Mais rappelez-vous, je viens de vous dire que ces pierres se déplaçaient en hiver, et c'est là que le froid entre en jeu. L'humidité et les pluies de cette période de l'année vont avoir un combo plutôt intéressant. Car voyez-vous, grâce au froid, l'eau déposée par l'humidité va geler et une fine pellicule de verglas va alors se former sur la surface du désert. Ainsi, le vent pourra, grâce à la réduction des frottements dus au gel, déplacer des rochers de plusieurs dizaines voire centaines de kilos par à coup. Et c'est d'ailleurs extrêmement visible lorsqu'on regarde les traces laissées par ces dizaines de pierres. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on devait avoir aujourd'hui, mesdames et messieurs. Voilà déjà 30% des viewers partis avec cette phrase, sans déconner lors de ma dernière vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais dit bref, avec une blague sur le fait que les gens partaient dès que je disais bref. Bien, j'ai regardé les courbes et c'est vraiment le cas, putain. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, la science explique beaucoup de choses au final, si on prend le temps de faire 2-3 recherches. Mais faut-il encore avoir l'envie et la volonté d'informer les gens? C'est bientôt la rentrée pour moi aussi, car je vous réserve au menu du Next, du entre des informations et conneries, des vidéos hors série, des MDY, avec peut-être même une nouvelle série récurrente sur la chaîne d'ici peu, mais je ne vous en dis pas plus. N'oubliez pas le commentaire pour le référencement qui me fait extrêmement plaisir, car c'est grâce à vous que la chaîne décolle de plus en plus vite et de plus en plus haut. Et on en vient maintenant au sponsor principal de la chaîne pour cette année, qui est NordVPN. Alors pour ceux qui ne savent pas et qui ont loupé l'offre, qui sont au fond de la classe ou qui sont au fond d'une grotte et qui ne savent toujours pas ce que c'est NordVPN, eh bien c'est assez simple, NordVPN est comme son nom l'indique, un VPN. Bonne journée à tous et à demain. C'est faux. Non, un VPN a pour but de protéger votre connexion en chiffrant vos données. En gros, lorsque vous naviguez sur internet, au lieu que tout le monde puisse voir ce que vous y faites, NordVPN va passer par là et mettre une sorte de petit flou gaussien sur vos données. Voilà, une référence pour les monteurs, ça c'est fait. Mais c'est pas tout, cela vous permet aussi de délocaliser votre IP et donc d'être introuvable et de garder un certain confort sur le web tout en étant plutôt tranquille. Également, grâce à la délocalisation d'IP, vous pourrez accéder en vous mettant en Amérique, par exemple, à plusieurs vidéos indisponibles en France ou à tout hasard, voir le catalogue de Netflix américain. Vraiment à tout hasard. C'est très intuitif et très facile à manipuler. L'offre est toujours d'actualité avec le code CNScoder. Profitez de moins 75% sur l'abonnement de 3 ans et d'un mois gratos. Et CNScoder, au cas où, ça s'écrit toujours SCIENCODER. Ça n'a toujours pas changé, même si je vois 1 milliard de déclinaisons possibles. Alors bien évidemment, il y a plein de personnes qui ont déjà fait de la pub depuis belle lurette, mais si vous l'avez toujours pas pris et que vous comptez vous y mettre, pensez au code de réduction qui fait toujours plaisir. Et puis moi, ça me soutient financièrement aussi pour de futurs projets que je ne peux financer par Tipeee. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore aux tipeurs, merci aux viewers, merci aux abonnés, merci à tout le monde pour cette aventure incroyable. Des bisous à tous et à la prochaine pour la rentrée des classes et la rentrée de CNScoder aussi.